À boire et à manger dans westfrance.fr du 9 janvier 2024. Une étude publiée le 8 janvier 2024 dans la revue PNAS indique que chaque litre d'eau d'une bouteille plastique contient entre 110 000 et 370 000 particules, dont 90% de nanoplastiques qui mesurent moins d'1 micromètre, le reste étant des microplastiques qui mesurent moins de 5 mm. En moyenne, un litre d'eau d'une bouteille plastique contient 240 000 nanoplastiques. Ces particules, considérant leur taille, peuvent entrer dans le système sanguin et dans les organes dont le cerveau et le cœur. Le type le plus fréquemment rencontré est le nylon, provenant probablement de filtres en plastique utilisés pour purifier l'eau, suivi du polytéréphtalate d'éthylène, le PET, dont les bouteilles sont faites. Les conséquences de cette pollution pour l'environnement et pour la santé n'ont pas encore fait l'objet d'études approfondies, mais on sait qu'elle affecte le système reproductif. Chili, silence, ça brûle dans novetic.fr du 5 février 2024. Une centaine d'incendies ont éclaté dans la station balnéaire de Vina del Mar, dans la région de Valparaiso, au Chili. Le bilan provisoire fait état d'au moins 112 morts. Des quartiers entiers ont été rasés, des voitures calcinées, des zones industrielles sont parties en fumée, augmentant les pollutions déjà générées par les feux. Le président chilien, Gabriel Boric, a déclaré que c'était la plus grande tragédie au Chili depuis le séisme et le tsunami de 2010. De plus, le pays subit une sécheresse depuis plusieurs années et le phénomène El Niño aggrave la situation. Premier producteur mondial de cuivre, la sécheresse pourrait bien compromettre son exploitation. À la même époque, l'an dernier, d'autres feux avaient provoqué l'annulation d'un projet d'exploitation d'une nouvelle mine, réduisant la faisabilité d'une transition énergétique progressive basée sur l'électrification. Cette transition est gourmande en cuivre. La production mondiale tourne autour de 25 millions de tonnes par an. Il en faudrait le double d'ici 2035. Le Chili produit 1/5 de la production mondiale et il n'est plus certain qu'il puisse répondre à la hausse de la demande. L'État français n'aime pas les arbres dans larelevelapeste.fr du 1er mars 2024. Au nord-est de l'Indonésie, dans l'archipel des Moluques, sur l'île d'Halmahera, au beau milieu des forêts primaires à la biodiversité exceptionnelle, se trouve la plus gigantesque mine de nickel du monde. Weda Bay, 45 000 hectares et plus de 12 millions de tonnes de minerais. Le groupe français Eramet, dont l'État est actionnaire à 27%, s'y est implanté pour l'exploitation du nickel, revendu en majeure partie au marché chinois. Or, il se trouve que le nickel est essentiel à la fabrication des batteries de voitures électriques. Le type de nickel qui est extrait doit être transformé pour être utilisable. C'est pourquoi Eramet a le projet de construire une usine afin de transformer le minerai sur place. Aujourd'hui, l'entreprise a déjà défriché 2000 hectares sur les lieux et, selon l'association Canopée, 6000 hectares supplémentaires devraient également subir une déforestation d'ici 25 ans. Les forêts primaires d'Halmahera sont une source intarissable de biodiversité et sont connues pour abriter le plus haut taux d'espèces endémiques du monde, mais aussi un peuple autochtone, les Ongada Manyawa, qui tirent tout ce dont ils ont besoin de la forêt et qui ne pourront pas survivre si elle est amenée à disparaître. Pénurie prévisible de phosphore dans monsieurmondialisation.org du 20 février 2024. Rappelons que le phosphore naturel est extrait du sol par les racines des plantes sous forme de phosphate, c'est-à-dire combiné à l'oxygène et est ensuite réintroduit dans la chaîne alimentaire. C'est l'élaboration d'engrais synthétiques contenant du phosphate, de l'azote et du potassium qui a permis d'optimiser les rendements accompagnés de cette nuisance majeure, l'appauvrissement des sols et, pour compenser, l'utilisation toujours plus intensive de produits fertilisants. Dana Cordell, chercheuse australienne, dans son étude intitulée The Story of Phosphorus, Global Food Security and Food for Thought, indique que le pic de production du phosphore devrait être atteint entre 2030 et 2040, marquant le début d'un dépassement de l'offre par la demande et la fin de l'abondance alimentaire. Silence, alors qu'il s'agit d'une grave alerte quant à la sécurité alimentaire mondiale. De plus, Dana Cordell indique que sur 14 millions de tonnes de phosphate utilisées dans les engrais en 2005, seulement 3 millions se sont frayés un chemin jusqu'à nos assiettes. Le reste n'est pas absorbé par les plantes et ruisselle vers les cours d'eau et les océans. Le phosphate combiné à l'azote est responsable de l'eutrophisation, c'est-à-dire la prolifération d'algues qui absorbent une grande partie de l'oxygène se trouvant dans l'eau. La majeure partie des réserves de phosphate est détenue par peu de pays qui représentent un total 70% de la production mondiale. Le Maroc, la Chine, la Russie et les États-Unis. L'Europe et l'Inde, par exemple, dépendent entièrement des importations. Il est probable que l'exploitation des gisements phosphatés devienne de plus en plus difficile et donc plus coûteuse et plus polluante. Un manque de phosphore aurait comme inévitable conséquence la baisse des rendements agricoles mondiaux et donc une flambée des prix alimentaires. La quantité d'air froid disponible dans l'atmosphère est anormalement faible dans futurascience.com du 1er mars 2024. Chaque année, l'université du Wisconsin calcule le volume d'air froid disponible dans l'atmosphère de l'hémisphère nord. Plus ce volume est grand, plus le risque de vague de froid est important et inversement.
L'analyse porte sur des poches d'air froid situées à 1500 mètres d'altitude dont la température est en dessous des moins 5 degrés. Sur les 76 années de relevés disponibles, le volume d'air froid de l'hiver 2023 et 2024 est le deuxième plus faible, juste derrière celui de 2014-2015. La surface des poches rétrécit de décennie en décennie. C'est pour cette raison que cet hiver a été remarquablement doux dans de nombreux pays en Amérique du Nord, comme en Europe et en Asie. 9 des 10 plus petits volumes d'air froid dans l'hémisphère nord ont été relevés depuis les années 2000. Et pour finir, la connerie de la semaine. La prochaine fois.